Le tout premier journal qui sortait des imprimeries Kimbanguistes en 1960, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Alors, je connais tout ce monde qui écrivait dedans, les recteurs en chef jusqu'au simple journaliste. Je les ai connus tout jeunes que j'étais, je les connaissais tous. Je les avais vus. Il y en a qui sont encore vivants. Donc, c'est à partir de cette prophétie-là que le monde réellement avait commencé à changer. Et les événements du 4 janvier 1959 avaient fait vaciller le gouvernement belge, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient commencé à sentir réellement que le monde commence à changer et le vent commence à tourner. Et je n'invente rien, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Vous avez un grand journaliste à l'époque qui était à l'Avenir colonial, qui est un journal de 1921, inventé, créé plutôt au mois d'octobre 1921. Davos, qui était l'un de ses rédacteurs, avait écrit un livre dès les années 60, L'équinoxe du Congo. Dans ce livre, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres, vous lirez que tout le malheur qui arrivait aux Belges et qui arrivait au Congo, dans le pays ensemble Congo, était dû aux événements Kimbanguistes. N'eût été Kimbangu, le Congo ne serait pas comme ça. Parce que le Congo était appelé par les Belges l'empire du silence. C'est-à-dire les gens, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ils ne réagissaient pas, ils ne protestaient pas, ils ne réclamaient rien. Il n'y avait jamais eu de révolte. Et les premières révoltes qu'il y avait eu en 1948 dans les mines de Mbujimayi ou de Bakwanga par exemple, ont été aussi attribuées à Kimbangu. C'est lui qui a incité les travailleurs de faire grève et de se révolter. Les événements de Matadi en 1960-59 avec l'armée, comment s'appelait cette armée-là encore, l'armée belge, la force publique, c'est Kimbangu qui a... Mais Kimbangu était déjà mort en 1951, pardon. Donc, tous les événements malheureux ou heureux pour les autres, les uns et malheureux pour les autres, qui arrivaient au Congo, qui s'est déclenché au Congo, c'était la faute à Simon Kimbangu et aux Kimbanguistes. Et c'est bien que, en 1959 même, immédiatement après les événements de 4 janvier, le gouvernement colonial avait dépêché une délégation des sénateurs belges pour aller voir exactement ce qui s'est passé. Ceux qui est en prison pour voir si vraiment il est Kimbanguiste. Papa Dianguena leur avait dit, si vous découvrez un Kimbanguiste dans ce prison-là, qui avait manifesté, alors je ne suis pas le fils de Kimbangu. Les sénateurs qui avaient en cette mission-là avaient conclu réellement que le Kimbanguiste n'y était pas. Donc voilà, jusqu'en 1960, ce que pourraient représenter les écrits kimbanguistes. Je reviens en 1921 avec les écrits extérieurs. Vous trouverez une abondante littérature à ce sujet. Mais la plupart, c'est écrit par les Belges, ou les Anglais, ou les Danois, ou les Hollandais. Et la plupart étaient des catholiques. Donc vous verrez, Van Wing est catholique, Jodon catholique, Dessart catholique, beaucoup d'autres. On comprendra pourquoi. Et même jusqu'en 1959, dans ses écrits, dans beaucoup de livres, on les trouvera là, ou alors vous avez une bibliographie qui est exposée là, qui est riche également. Vous trouverez que la plupart des ouvrages avaient été écrits à l'époque par les Belges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accès au dossier, ils avaient cette liberté d'écrire. Mais ce n'était pas des écrits en faveur du kimbanguisme, non. Ils diabolisaient Kimbangu et ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient perdre le Congo au gouvernement, à l'État belge, au Royaume de Belgique. Et je crois dans la seconde partie qui sera consacrée aux écrits contemporains, nous aurons
cette fois-là, que les Kimbanguistes eux-mêmes et les Congolais écrivaient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de Congolais qui avaient écrit de 1921 à 1959. Il y en a eu quelques-uns. Pas beaucoup, mais il y en a eu quand même. Mais à partir du moment où nous avons été formatés par le catholicisme et le protestantisme, on écrivait en faveur de la colonie et non en faveur des Congolais et des Kimbanguistes que nous étions. Voilà brièvement, j'étais peut-être long. Je vous remercie de votre attention. Et je répondrai à 2 ou 3 questions si vous en avez. Je vous remercie beaucoup. Les premiers écrits kimbanguistes. Nous allons, avant d'enchaîner, prendre 2 ou 3 questions, comme vous l'avez entendu. Allez-y, vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Je vous en prie, monsieur. Allez-y. Merci, révérend. Monsieur Sylvain Botemundila, kimbanguiste de la paroisse des Saints-Laurent. Ma préoccupation est la suivante. La petite histoire kimbanguiste que je connais m'apprend qu'en 1921, justement, peut-être le 11 septembre, avant que Papa Simon Kimbangu vienne se livrer au gouvernement colonial, il était en route de retour de Matansana, ça doit être le 11 septembre, et qu'il est arrivé à Vula, Gomelutete, les élèves avaient abandonné les études, donc avaient fugué, comme nous l'appelons ici, des élèves pour suivre Papa Simon Kimbangu et la foule. Et arrivé à Ngongwa Kimbanda, si je m'abuse, Papa Kimbangu avait demandé à tous ces jeunes de rentrer dans l'école, en leur disant que demain, notre pays, plus tard, aura son indépendance et que les blancs deviendra noir ou le noir deviendra blanc, et que c'est vous qui allez occuper les postes qu'occupent les blancs, alors il serait utile ou souhaitable que vous puissiez avoir de l'intelligence, donc apprendre, être instruit. Cela viendra encore s'ajouter à une petite expérience que j'ai de Papa Diangenda. La petite histoire aussi que j'ai, il y a un enseignant que moi j'ai connu qui s'appelait Dempiori, qui enseignait à Nyamara, lorsqu'on avait à peine créé les écoles kimbanguistes, qui aurait tabassé un enfant de Papa Diangenda. Excusez-moi de citer, j'ai bien entrepris des recherches là-dessus, on me dira que ça doit être Papa Sami Mukoko Diangenda. Alors cet enseignant, pour avoir frappé l'enfant de Papa Diangenda, chef spirituel, qui était un peu, qui avait une petite gratinure, était, je crois, sanctionné de l'enseignement. Et quand il est allé se plaindre chez Papa Diangenda a demandé qu'on puisse le reprendre en lui disant non, moi quand vous tapez mon fils, bien au contraire, je suis très content que mes fils soient vraiment encadrés et instruits, parce qu'aujourd'hui, moi, Diangenda, je dirige une église pleine d'analphabètes ou de semi-alphabètes, analphabètes plutôt, mais demain, mes enfants viendront diriger une église pleine de licenciés en ceci et en cela. Cela étant dit, nous venons de vous suivre. Alors, ma préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, nous avons un salon du livre ici. Est-ce que l'église kimbanguiste, notre église kimbanguiste, a-t-elle une bibliothèque? Parce que ce n'est qu'aujourd'hui que moi, par exemple, j'ai eu la chance de voir certains ouvrages sur le kimbanguisme, qui est mon église. Or, Papa Diangenda avait aussi dit que tout partira de Paris. Merci. Et notre église, n'ayant pas une vache laitière, c'est nous qui devons ici prendre des initiatives pour que notre église ait une bibliothèque. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, on vous a compris, on vous a compris. Soyons brefs et synthétisons nos questions. Nous courons derrière le temps. Excusez-moi de... Merci. Voilà, on va consacrer le temps à la réponse. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, Papa Mbotemundila. Il est vrai, je n'ai pas raconté, je ne pourrais pas arriver à raconter l'histoire de Papa Simon Kimbangu dès 1921, surtout tout ce qui s'était fait en 1921 jusqu'à son arrestation, et même sa vie de prisonnier à Lubumbashi, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui s'y étaient consacrés aussi.
qui s'était produit, pardon, aussi. Comme non plus, je ne peux pas raconter ici toute l'histoire de relégation d'une centaine de camps connus seulement dans le Congo actuel, dans la République démocratique du Congo, sans compter les assignations à résidence, sans compter le camp de relégation du Congo-Brazzaville, comme Papa Matouba et Papa Mawawa, pas le nôtre Mawawa ici, mais je pense que c'est l'arrière-grand-père, qui avait été relégué à Archimbo à l'époque au Tchad. Cet événement de Gomelo-Tété est vrai, parce que je l'avais vérifié auprès de Tata Nzofunda et auprès de beaucoup d'autres qui étaient à l'époque également à Gomelo-Tété, où une fois Papa Simbongi Mbangu de passage à Gomelo-Tété, venant de Gomatadi, de Mfouatou, de Mvouanza, de tous les autres villages sur le chemin de retour partant de Mazansanda. Arrivé à Gomelo-Tété, certainement, il voulait dire sa dernière prière à son ancienne église, bon, enfin, qui est encore son église, je ne peux pas dire que c'est la sienne, parce qu'il est encore protestant, il est encore une longue de protestants à l'époque. Et c'est vrai aussi que quand Jennings avait lancé ses incartades en direction de Papa Simbongi Mbangu, comme d'ailleurs le 18 mai dernier, c'est-à-dire à la deuxième visite jusqu'à le convoquer à Gomelo-Tété, les élèves, comme les diacres, comme les Nlongi, ce n'étaient pas tous, hein, mais pour la grande majorité, avaient suivi Papa Simbongi Mbangu sur le chemin de Ngoma Kimanda. Et ce n'était pas Ngoma Kimanda même, c'est sur le chemin, quand Papa Simbongi a entendu la foule qui chantait derrière avec les jeunes, c'est là où il leur dira, je vous conseillerais de retourner à l'école, parce que c'est là où vous aurez une formation. Si nous avions dit que le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc, ce n'est pas par la peau, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est par l'instruction que vous aurez. Ils ont encore le monopole de l'école, enfin, à l'époque des protestants dans le secteur, oui, mais le monopole de l'école, de l'enseignement était entre les mains des catholiques. Et c'est à partir de cette instruction-là que vous deviendrez ce que nous devons devenir. Et le monde changera à partir de cette instruction-là, entre autres. Mais n'oubliez pas la culture. Donc voilà. Quant à l'histoire de Dempiori, bon, je crois que Papa Danguena était un homme de Dieu, étant père et en même temps homme de Dieu. Il avait le sens du pardon et il savait ce que c'était l'instruction, parce que ce que son fils avait subi par Dempiori n'était encore rien par rapport à ce qu'ils avaient subi et à Boma, à la colonie scolaire. Parce que si vous lisez le livre du commandant Deschaux, on saura ce qu'était réellement la colonie scolaire de Boma. Qui étaient les enfants qui étaient traînés là et comment ils vivaient. Ça avait beaucoup changé. Il y a des prêtres que j'avais rencontrés, congolais qui avaient reçu leur ordination là-bas, qui m'avaient dit que jamais ce qui s'est dit n'est pas vrai. Mais quand j'ai lu le livre de commandant Deschaux et les écrits de tant d'autres, qu'ils appelaient les pionniers, on comprenait pourquoi les Belges étaient si forts, si violents. Parce que quand on nous dit que les Congolais sont violents, ainsi de suite, mais la chicotte, c'est qu'il avait introduite, pardon. Donc voilà brièvement ce que je pourrais dire à cette réponse-là. Plus tard, peut-être on développera d'autres choses en complémentaire. Merci beaucoup. Nous allons prendre une seconde question. Alors, je vais vous faire une petite précision. Nous sommes en direct de la RATELKI, la radio-télévision kimbanguiste. J'ai oublié de les remercier. Merci la RATELKI. La question a été posée, on a l'image, il n'y a pas le son. Donc, il y a une petite... La personne, désormais, qui veut s'exprimer, poser la question, se lève et approche devant le micro. Merci. Voilà. Monsieur Mboka, si vous pouvez avancer vers nous, vers le micro, de façon à ce que nous ayons et l'image et le son. Merci d'avance.
Papa Mbogakissé, donc je peux poser la question. Allez-y. Alors, ma question, elle est... Oui, venez par ici, voilà. Alors, L'image. ici, je vous présente un catéchisme Kikongo qui date du XVIIe siècle, donc 1624, donc rédigé par un Portugais pour évangéliser les Congo, au royaume Congo. Alors, ma question, elle est toute simple. Donc, vous avez parlé en termes de littérature kimbanguiste. Qui dit littérature, ça veut dire que il y a quelque chose de nouveau qui va naître. C'est-à-dire que les kimbanguistes ne vont pas faire la répétition de ce que les catholiques ni les protestants ont déjà enseigné. Donc ils auront une autre façon d'interpréter la Bible. Cette question-là s'était déjà posée quand le docteur Kiakou ira prendre les rênes de l'université de Tatsimo Kimbangu. C'était à Vincennes, on lui a posé la question de savoir tu vas devenir le premier recteur de l'université de Tatsimo Kimbangu, qu'est-ce que tu vas enseigner dans cette université-là? Il va nous répondre de façon naïve les études universitaires sont universelles, donc je ne vois pas s'il faut enseigner des spécificités dans cette église, dans cette université. Justement, le problème est à ce niveau-là. Parce que une église qui naît justement où Tatsimo Kimbangu se révolte contre les dominateurs. Alors, s'il faut reproduire le même message que celui des dominateurs, donc ça veut dire que il n'aura servi à rien justement de produire en fait une nouvelle église. Donc il fallait justement rester catholique et protestant. Donc cette question-là justement, quand vous parlez de littérature, vous ne nous parlez même pas du contenu, hein, de la nouveauté justement que les kimbanguistes apportent justement par rapport aux catholiques, par rapport aux protestants. Donc tout est à ce niveau-là. Merci. Alors définissez-moi justement qu'est-ce qu'on entend par littérature kimbanguiste. Merci beaucoup. On va devoir vous répondre, tout au moins vous apporter des éléments de réponse. Doyen, je vous repasse le micro. Merci beaucoup. La question posée avec beaucoup de véhémence et avec beaucoup de certitude. Je vous remercie infiniment. Je pensais, quand vous avez cité le catéchisme que vous avez écrit en Kikongo, écrit par le Portugais, je pensais que c'était la référence de notre catéchisme. Enfin, excusez-moi, mais c'est ce que je pensais au départ, quand vous l'avez cité. Quand j'ai situé l'année, le Portugais, c'était le premier colonisateur du royaume du Congo, donc des Congos, de tous les 3 Congos. Et je me suis dit, cela ne cadre pas avec ce que nous avons. Quand on parle de la littérature et des apports et de la nouveauté, je ne pense pas que lorsqu'on a un nouvel enfant, quand on a déjà eu le premier, quand on a un second, actuellement ça peut se faire. On prend tout ce qui concernait, qui possédait le petit bébé, on jette. Aujourd'hui on donne à la Croix-Rouge comme œuvre sociale. Mais on conserve quand même quelques-uns. Pourquoi? Parce que la culture, c'est ce qui nous englobe, le tout ensemble qui nous englobe, mais ce que nous gardons comme élément essentiel. Je sais que c'est l'écriture. Et la littérature, c'est la traduction de notre pensée, de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous pouvons porter. Alors, vous parlez de la littérature kimbanguiste. Si franchement, dans tous les livres qui ont été écrits par les kimbanguistes d'abord eux-mêmes, que vous n'avez pas trouvé des éléments contradictoires, des éléments nouveaux, je n'en suis pas l'auteur de toutes ces œuvres. Je ne serai jamais l'auteur, je ne serai jamais le penseur ou l'inspirateur de tout ce monde-là. Mais moi, je pense, et que c'est vrai que la critique est noble, c'est à nous, à vous, en tant que kimbanguiste, en tant qu'intellectuel, parce que je disais tout à l'heure qu'en 1921, particulièrement au Congo, jusqu'en 1950, à part Panda Faranana qui avait terminé ses études en 1927-28 à Villevorde, des études agronomiques, il n'y avait pas de diplômés universitaires encore, le niveau secondaire était vraiment infime.
Pourquoi? Parce que l'enseignement était limité jusqu'au programme de 1955, de 47 d'abord, de 32, de 37, de 45 et de 55 au niveau moyen, ce qu'ils appelaient l'école moyenne, c'est-à-dire former des cadres immédiats et être au service de la colonisation. Donc pour la plupart, ils ne faisaient que 3 ans, 4 ans, ou soit 2 ans de l'école monétaire, on les injectait dans les écoles pour enseigner les enfants congolais. Pendant qu'à Kalina, donc à Tel Gombe, à l'Athénée Royal, à l'Athénée de la Gombe, on avait des professeurs qui directement venaient de la Belgique pour enseigner les enfants belges. Parce que n'oubliez pas que l'apartheid n'a pas commencé seulement en Afrique du Sud. Et jusqu'en 1900... Non, je vous dis la vérité. Vous verrez que jusqu'en 1962, à 2 ans de l'indépendance, vous pouvez encore rentrer au jardin zoologique de Kinshasa, qui séparait la ville de Gombe, enfin la ville de Kalina et la ville qu'ils appelaient belge, où jamais un Belge n'y habitait, sauf pour aller arrêter les gens. Vous pouvez encore lire sur les toilettes, sur le port de la toilette, interdit aux chiens et aux nègres. Et vous allez partout à Kisangani, à Lubumbashi, dans toutes les grandes villes, sauf évidemment dans les écoles ou à l'internat des Congolais, des enfants congolais, puisqu'il n'y avait qu'eux. Ils pouvaient être dans les toilettes comme ils voulaient, dans les douches comme ils voulaient. Ça importait peu. Donc vous comprendrez que la pensée, la structuration de la pensée littéraire, déjà, Kimbangu ou pas, les Belges ne l'avaient pas assuré et ne l'avaient pas assumé pour les Congolais. Ils l'assumaient et l'assuraient pour eux-mêmes, mais pas pour nous. C'est pourquoi vous verriez la grande partie des œuvres littéraires sont des œuvres catholiques et colonialistes. Vous avez les rapports de Morel qui datent de 1921, déjà dès le 6 avril. Vous lisez ces rapports-là, il y a plein de contradictions, mais pourtant, bon, c'est comme ça. Par contre, nous avons ce devoir-là, et c'est ce que j'allais conclure à la fin. Nous, en tant qu'intellectuels, du moins vous qui êtes intellectuels, vous qui êtes des chercheurs, des éditeurs, des auteurs écrivains, c'est à vous justement de relever ce défi de la nouveauté de la littérature kimbanguiste en écrivant réellement, en faisant la différence entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui. Il y a une grande différence entre la théologie kimbanguiste et la théologie protestante et catholique. Il y en a une grande différence. Même dans l'interprétation de la Bible, même si on note encore des faits. Alors, pour Dr Kyaku venait d'être diplômé médecin. Je ne peux pas parler à sa place et je ne peux pas parler contre lui ni pour lui. Je lui laisse sa pensée et je lui laisse sa réponse. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons prendre une dernière question. Une dernière question, s'il y en a une. Sinon, voilà, je pense qu'il n'y en a pas. Merci beaucoup, doyen. Je vous remercie beaucoup. Vous avez le courage et nous avons le courage et l'opportunité d'apporter de nouveau, quelque chose de nouveau et d'apporter des nouveautés pour l'Église. C'est encore une Église jeune, malgré ses 80 ans, enfin pas encore 80 ans, mais elle est d'avenir. Parce qu'elle nous a donné... Applaudissez Merci beaucoup. Fort. Alors, pour rappel, pour nos amis, nos visiteurs qui nous ont rejoints, nous vous rappelons que nous développons le thème principal de notre Salon du livre et de la culture kimbanguiste, à savoir la littérature kimbanguiste de 1921 à nos jours. Le premier exposé qui vous a été présenté était donc consacré aux premiers écrits kimbanguistes. Nous avons 2 autres sous-thèmes qui vont suivre: les essais théologiques sur le kimbanguisme et la littérature kimbanguiste moderne. À l'issue du développement de ces 2 autres sous-titres, eh bien, la conclusion de notre conférence sera faite par Aurélien Mokoko, qui est un chercheur mondialement connu. Je présente ici l'un de ses ouvrages, Le kimbanguisme, identité noire, publié chez l'Harmattan. Il est parmi nous, il nous fera la synthèse, il nous donnera sa pensée
sur l'ensemble, j'allais dire, non seulement de la thématique, mais aussi sur ses recherches sûrement affirmées que les Noirs, les Africains, ont une identité spirituelle. Il faut le faire. Le Chinois dira « j'ai la civilisation chinoise », l'Américain s'appuie sur la civilisation américaine, l'Européen dit « j'ai ma civilisation européenne », chrétienne, musulmane, et l'Africain. Il copie chez les autres. Non, Mokoko dit non, vous avez votre identité. Et cette identité, c'est le kimbanguisme. Identité spirituelle, je veux dire. Mais enfin, sans prendre trop de temps, je vais inviter mon cher collègue Kambonako, qui est donc, je rappelle, un jeune diplômé de la faculté kimbanguiste de théologie de l'Outendélé. C'est donc un théologien qui va être devant vous. Il va développer les thèmes suivants, les essais théologiques sur le kimbanguiste, sur le kimbanguisme et la littérature kimbanguiste moderne. Monsieur Kambonako, je vous invite à prendre la parole. Merci. Oui, nous allons d'abord implorer l'indulgence de la salle et puis l'indulgence même du modérateur, puisque le sujet que nous allons traiter, c'est un sujet vraiment très sensible dans l'église kimbanguiste, puisque c'est un sujet même qui divise déjà. Alors, il s'est fait qu'il nous serait un peu difficile d'être très bref. Donc, est-il que nous allons nous efforcer d'être un peu bref, mais nous avons déjà imploré l'indulgence de la salle puisqu'on serait un peu long. Il nous a été demandé de parler des essais de théologie et de la littérature kimbanguiste contemporaine. Ce travail, nous l'avons voulu répartir en 2 chapitres. Le premier chapitre traite de la littérature kimbanguiste contemporaine comme essai de théologie et de kimbangologie. Dans ce chapitre, nous parlons de 2 sections. Nous parlons de la littérature kimbanguiste contemporaine et des essais de théologie et de kimbangologie. Dans le 2e chapitre, nous parlons de la doctrinalisation du présent thème, dans lequel nous aborderons 3 points. De la relation entre la théologie kimbanguiste, la kimbangologie et le kimbanguisme. Dans le 2e point, nous aborderons la question de la méthodologie, où nous parlerons de la réflexion, de la construction théologique et des méthodes. Dans le dernier point, nous traiterons de la problématique du langage.